L'histoire de l'anime commence par une bataille entre deux grandes maisons, agitant leurs bannières de chaque côté. Cependant, les deux camps concluent une trêve, car une menace plus grande est sur le point de détruire le monde tel qu'ils le connaissent. En ce moment, le continent de l'ancienne Japon fait face à une peste contre le maléfique dragon démoniaque géant, dont le nom est Zot. Ce dragon est unique en son genre, et personne n'a jamais été assez puissant pour l'empêcher de faire tout ce qu'il veut. Chaque fois que ce dragon se réveille, il réduit en cendres des villes et des villages entiers. Mais personne n'a jamais été assez fort pour retarder ses attaques afin que les gens aient suffisamment de temps pour évacuer la zone, car il est tellement puissant, coûtant des millions de vies civiles à chaque réveil. Cependant, dans ce monde, il y a deux mages célèbres dont les gens dépendent, et ensemble, ils ont aussi donné naissance à un petit garçon nommé Eros. Une nuit, lorsque tous les combats cessèrent, ces deux mages dirent à tout le monde qu'ils devaient sceller le dragon ce soir avant qu'il ne soit trop tard. Alors tous les soldats et les hommes en cap se tinrent ensemble, attendant que le dragon, Zot, apparaisse pour enfin le sceller définitivement. Une fois que la lune violette fut visible, nous voyons la mère de Hero, une sorcière célèbre pour son incroyable maîtrise de l'épée et ses deux ballons rebondissants. Elle s'est délibérément mise en appât, prétendant se sacrifier pour attirer le dragon, Zot, car on disait que le légendaire Zot aimait aussi les jolis ballons autant que nous. Lorsqu'elle commence à crier à l'aide, deux griffes s'élèvent du sol et une ombre géante se forme autour du rituel. Et Zot se réveille enfin à nouveau. Lorsqu'il le fait, il pousse un rugissement géant et attaque la mère de Hero. Mais à ce moment-là, elle utilise rapidement un sort, se libère et met les chaînes sur le dragon et sort son épée. À ce moment-là, le père de Hero, nommé Biro, se transforme d'un des soldats en sa véritable forme et commence la cérémonie de scellement. Ensemble, ils commencent le processus de scellement, formant d'énormes bulles protectrices autour de la bête. Cependant, pendant le processus, Biro est frappé par une flèche dans le dos, ce qui le fait tomber et saigner. Cependant, il insiste pour qu'ils continuent tous les deux la cérémonie de scellement. Sinon, le dragon ne répondra jamais de ses crimes et les flammes de Zot détruiront toutes les âmes et dévoreront la terre. Cependant, Zot brise la magie de scellement et traite Biro de noob pathétique avant de s'en prendre à son fils, Hero. Mais alors que Zot tente d'attaquer, son père utilise un sort avec sa main, sauvant le garçon, mais cela laisse une cicatrice permanente sur la poitrine du garçon et du dragon. Et juste après, le dragon utilise ses flammes pour détruire toute la cérémonie, et tout est réduit en miettes, ne laissant que Hero en vie grâce au sort protecteur de son père. De nombreuses années passent, et Hero a maintenant un peu grandi, et cherche à se venger de tous ceux qui ont trahi son père, et désire également tuer le dragon qui a anéanti sa famille. On voit Hero errer dans différentes zones, vêtu d'une cape et portant une épée géante sur son dos. Il continue de marcher jusqu'à ce qu'il arrive dans une nouvelle ville où tout le monde est contrôlé par les gardes avant d'entrer. Cependant, le garde est choqué en regardant dans les yeux de Hero et le laisse entrer sans problème, et il doit savoir que c'était le fils de Biro. Il erre dans la ville en essayant de repérer quelque chose d'inhabituel, et il peut voir différentes créatures mystérieuses et des aliments étranges à vendre, jusqu'à ce que les gens de la région remarquent une petite fille qui annonce l'arrivée d'un seigneur nommé Nambiku. Elle invoque Nambiku et il arrive sur un char entouré de nombreux gardes et soldats. Nambiku commence à lancer des pièces de cuivre aux gens et les traite de paysans puants et sans valeur, leur ordonnant de s'incliner devant lui immédiatement. Tous les villageois ramassent les pièces et commencent à se battre pour elles, et l'une d'elles tombe à côté de Eros, et Eros essaie de la ramasser, mais l'un des voleurs de la ville, nommé Peshat, la vole à Eros. Mais le groupe de garçons de la ville dit à Peshat de ne pas prendre l'argent de Nambiku, car il distribue l'argent qu'il leur avait pris. Un des garçons a remarqué que le seigneur Nambiku a le grand Trowa dans son char, et le Trowa exaucera n'importe quel souhait que vous voulez, et fournira tout l'argent et la nourriture dont ils auront jamais besoin, et ils ne seront plus jamais pauvres. Cependant, le chef leur dit de tout oublier car il est impossible de voler le grand Trowa, et ils expliquent comment ils doivent partir maintenant, sinon le patron se mettra en colère. Cependant, Peshat reste en arrière, et ne peut s'empêcher après avoir vu le grand Trowa et monte sur le char, mais Lord Nambiku le remarque. Ensuite, Hero se pose encore des questions et il voit un homme sur le bord de la rue prétendant avoir un blason rare qui descend du héros qui a vaincu le dragon maléfique. Mais l'homme raconte une version déformée de l'histoire car Hero sait exactement ce qui s'est passé ce jour-là, mais le blason qu'il tenait est réel. Après qu'un des garçons de la bande de voleurs de rue l'ait arraché des mains de l'homme et se soit enfui, le marchand avait un garde du corps géant qui attrape le garçon et le soulève dans les airs. Le marchand dit au grand garde du corps de le frapper 3 fois et de reprendre l'emblème. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Hero est apparu juste à temps et a mis sa grande lame contre son visage d'ogre laid et a dit au garde du corps que la seule fois où il dégaine son épée, c'est quand il le pense vraiment. Hero dit au marchand qu'il paiera pour l'emblème, puis lui lance une pièce d'or pour les ennuis, et la pièce valait le double de ce qu'il demandait.
Après qu'ils aient relâché le garçon, le marchand remercie Hero pour ce geste aimable. Cependant, le garçon dit à Hero qu'il vient de ruiner son plan, car il essayait de faire en sorte que le garde du corps le retienne et le gronde pour avoir pris l'emblème, afin que les autres garçons voleurs de rue puissent voler les articles du marchand dans la boutique et leur portefeuille. Donc, Hero vient de leur coûter une fortune en essayant d'être le gentil. À ce moment-là, le garçon vole l'emblème des mains de Hero et s'enfuit dans la rue avec ses amis de la rue. Plus tard, les garçons retournent dans leur cachette secrète en ville et parlent de Hero comme d'un imbécile qui a gâché leur butin. Cependant, Hero s'introduit discrètement dans leur base et reprend le blason, affirmant qu'il lui appartient et qu'aucun d'eux ne sait à quel point c'est précieux et ce que cela signifie pour lui. Hero demande au garçon qu'il a volé comment il s'appelle et il se présente comme Tomit. Les autres garçons traitent Hero d'idiot et disent que ce qu'il vole leur appartient toujours. Alors, Hero s'enfuit et tous les garçons commencent à le poursuivre sur les toits et à travers les ruelles. Pendant ce temps, un autre homme mystérieux, non Juru, un grand effrayant Giza avec des cicatrices sur le visage, était aussi sur le marché et espionnait en demandant aux étrangers s'ils avaient vu un garçon avec une grande épée nommée Hero, avec un dessin du protagoniste sur un morceau de papier. Mais personne sur le marché ne se souvient avoir vu ce garçon. Cependant, le compagnon de Juru dit à Juru qu'il leur a déjà volé trop de choses et que c'est la première ville que Hero viendrait probablement visiter en premier. Dans un grand manoir de l'autre côté de la ville, Nanbuko organise un dîner somptueux pour ses invités. Malgré sa façade de simple marchand, les véritables intentions de Nanbuko se révèlent alors qu'il pousse ses invités à vendre leurs précieux objets magiques. Les inquiétudes montent parmi l'élite de la ville, craignant les répercussions de la hausse des prix et d'éventuels troubles. Les tensions s'intensifient lorsqu'un serviteur maladroit, qui avait salué Nanbuko plus tôt, brise accidentellement un vase rare. Le seigneur de la ville fulmine face à cette perte, mais avant qu'il ne puisse exprimer sa frustration, les gardes armés de Nanbuko interviennent rapidement, leurs épées dégainées, prêts à imposer la volonté de leur maître. Alors que les tensions montent dans le manoir, la fille dévoile le grand Trowa, suggérant un partenariat avec Nanbuko. Tenté par l'offre, mais méfiant de sa réputation, l'homme hésite. Soudain, une créature miniature semblable à un dragon fond, attrapant le cristal avec sa langue. La fille, rapide à réagir, utilise sa magie pour ouvrir le plafond, faisant tomber la créature, et Péchat d'en haut. Le lendemain matin, Péchat se retrouve attaché sur la place de la ville, face à l'exécution. Comme une horloge, Hero intervient, arrêtant l'exécution, avec une aisance maîtrisée. Les soldats de Nanbuko avancent, mais Hero les élimine sans effort. Furieuse, la fille déchaîne sa magie de foudre sur Hero, qui esquive habilement ses attaques. Juste au moment où la situation s'aggrave, un étranger robuste apparaît, sauvant Hero du danger. Saisissant l'occasion, la fille s'empare du grand Trowa, seulement pour que Hero affirme avec audace que c'est la possession de son père, provoquant une vague d'inquiétude chez Nanbuko. Dans un geste désespéré, la fille canalise la magie du grand Trowa, libérant une puissante explosion vers Hero. Avec des réflexes rapides, Hero parvient à dévier l'attaque, mais pas avant que la fille ne soit prise dans l'explosion. La force la propulse vers la montagne, provoquant une explosion massive qui brise son sommet. Alors que la poussière retombe, à la fois le sceau sur Daganzot et l'emblème sur la poitrine de Hero s'illuminent. Aveuglé par sa soif de vengeance, Hero déchaîne une rafale d'attaques contre le dragon colossal. Mais en vain, ses efforts sont contrecarrés sans effort. Alors que tout espoir semble perdu, Juro intervient pour aider son ami. Les soldats, réalisant l'inutilité de leur tentative contre Daganzot, redirigent leurs flèches vers Hero et Juro dans un geste de désespoir. Cependant, avant que les flèches ne puissent atteindre leur cible, le dragon légendaire protège de manière inattendue le duo, surprenant tout le monde par ce geste protecteur. Dans un accès de rage, Daganzot déchaîne sa fureur sur la ville, détruisant tout sur son passage avant de disparaître dans l'ombre. Tandis que l'homme à côté de Nanbuko bouillonne de colère, Nanbuko arbore un sourire satisfait, se délectant de la peur qu'il a instillée. Il se réjouit de constater que les gens réclament désormais sa protection après une telle terreur. La scène se déplace ensuite vers la cachette des voleurs où Hero est inconscient. Juru raconte les événements d'il y a 10 ans, lorsque les parents de Hero ont tenté de sceller Daganzot. La zone tampon, le site choisi, était stratégiquement située au cœur de 3 puissants royaumes. La mère de Hero, Kismatet, a sacrifié son âme pour attirer le dragon, tandis que Lord Bearer brandissait son trésor de scellement et Hero aidait avec le miroir sacré. Ensemble, avec une centaine de mages d'élite, ils ont commencé le rituel de scellement, mais tragiquement, leurs efforts furent vains. Malgré l'intervention de Juru pour sauver Hero, ses parents et tous les magiciens ont été victimes des flammes noires dévorantes de Daganzot. Alors que Hero reprend conscience, il cherche immédiatement le dragon, poussé par un désir implacable de vengeance.
Juru tente de le calmer, révélant qu'il a formé Hero pendant la dernière décennie et l'a pris sous son aile. Pendant ce temps, Tomet sous-estime la nouvelle force de Hero, mais la détermination de Hero reste inébranlable. Il interroge Tomet sur l'endroit où se trouve Nanbuko, mais Tomet écarte la question. Il décrit Nanbuko comme un marchand d'armes néfaste qui provoque des conflits entre les royaumes pour son gain personnel, manipulant les marchés et ruinant les marchands avec son commerce de pierres magiques. Déterminé à récupérer le Grand Troa, Hero se concentre sur la recherche de Nanbuko. La scène se déplace vers Sharicharu. Bouleversée par le départ de Nanbuko et cherchant du réconfort, elle se tourne vers un miroir magique, la connectant à la calèche de Nanbuko via un appel vidéo. Elle confronte Nanbuko pour l'avoir abandonné dans la ville, mais il reste indifférent, lui ordonnant de localiser Hero. Alors que la faim grandit dans l'estomac de Hero, il désire un repas somptueux, mais Palupa lui dit de rester dans ses limites car ils n'ont que des fonds limités et il refuse de les dépenser dans un restaurant extravagant. Leur dispute attire l'attention du propriétaire du restaurant qui leur en veut pour avoir causé une scène plus tôt contre Nanbuko. Soudain, une fille aux oreilles de chat nommée Erin intervient, les invitant à se joindre à elle pour un brunch. Ils la suivent jusqu'à un restaurant à proximité où ils s'assoient pour manger ensemble. Intrigué par l'agitation précédente sur la place de la ville, Erin déduit l'identité de Hero comme étant le fils de Lord Barrow, laissant Hero et les autres sur le qui-vive. Brusquement, Erin prend congé, les laissant perplexes, surtout Palupa car le pauvre gars s'attendait à ce qu'elle paie pour leur nourriture. Plus tard dans la nuit, Hero et ses compagnons se réfugient dans la base des voleurs, au grand désarroi de Tomei. Les autres enfants, cependant, voient maintenant Hero comme leur sauveur et défendent sa présence. À contre-cœur, Tomet accepte et les laisse rester pour se retrouver à se disputer avec Hero au sujet des arrangements pour dormir. Le lendemain, Tomet demande à Hero quels sont leurs plans et le parasite reste ferme dans son objectif de trouver Nanbuko et de récupérer le Grand Troa. Juru, cependant, refuse de devenir un lèche-bot et avertit Hero de ses faiblesses perçues, l'exhortant à avancer prudemment dans sa quête. Il le traite discrètement de mauvais épéiste avec de grands discours et aucun talent. Juru propose que les autres restent temporairement à la base pendant que Hero perfectionne ses compétences. Bien que Tomet s'oppose à l'idée, Hero lui assure que Juru s'occupera d'eux et même cuisinera pour eux. À contre-cœur, les enfants acceptent et peu après, Hero et Juru s'aventurent dans le désert. Dans l'immensité du désert, Juru suggère que Hero s'entraîne au niveau 1 en combattant des slimes simples et faibles. Cependant, bien que cela semble simple, Hero a du mal à les couper en deux, sans parler de les endommager, montrant ainsi ses faibles compétences. Alors que la frustration monte, un dragon de sable émerge des dunes, les prenant par surprise. Malgré la présence effrayante du dragon de sable, Hero, désespéré d'attirer l'attention, tente de le frapper, mais ses efforts échouent comme toujours. Soudain, une fille élancée émerge de la bouche du dragon avec une apparence particulière. À leur surprise, elle s'approche de Hero et pose sa tête sur sa poitrine, affichant un niveau de familiarité inhabituel. De plus, elle exprime audacieusement son désir de l'accompagner dans son voyage, ce qu'il n'aurait jamais imaginé. La panique de Palupa est palpable, alors que la fille étrange, Sarahato, se présente, tandis que Hero semble visiblement troublé. Avant qu'il ne puisse pleinement comprendre la situation, Juru lance une attaque sur Sarahato, seulement pour être retenu par l'intervention de Hero. Le comportement étrange de Sarahato continue alors qu'elle s'affaire à ramasser quelque chose du sol du désert, tandis que les autres saisissent l'occasion de fuir vers leur base, où Hero prend les choses en main et prépare un repas pour eux. Plus tard, perdu dans ses pensées, Hero se retrouve à contempler la présence inhabituelle de Sarahato. Tomut suggère en plaisantant qu'il est un célibataire désespéré qui doit être épris d'elle, ce qui provoque une réponse irritée de la part de Hero. Malgré son agacement, Hero ne peut s'empêcher de ressentir de l'inquiétude pour la solitude apparente de Sarahato. Tomut offre une perspective, lui rappelant qu'ils sont eux aussi seuls sans leurs parents, présentant ses condoléances pour la perte de Hero, même si cela s'est produit il y a longtemps. Pendant ce temps, en ville, Sharicharu et ses soldats continuent leur recherche de Hero, fouillant chaque recoin sans succès. Soudain, à leur grande surprise, Sarahato apparaît devant eux, ajoutant une autre couche de mystère à une situation déjà déroutante. La scène change pour un palais flottant, situé dans une terre où les espoirs vont mourir. À l'intérieur, Nanbuko, le cerveau derrière de nombreuses affaires sinistres, examine des rapports commerciaux et ordonne au Dr Baharopa de préparer des armes pour une guerre imminente dans son laboratoire. Malgré les affaires urgentes, le Dr Baharopa, pour une raison inconnue, exprime son inquiétude pour le bien-être de Sarahato. Cette nuit-là, Sarahato apparaît mystérieusement dans la base des voleurs,
prenant tout le monde par surprise. Tomut vit un moment typique dans la vie d'un Chad lorsqu'il est d'abord captivé par sa beauté. Cependant, il devient rapidement irrité par son comportement fantasque. Elle ajoute encore plus de piquant à son comportement inhabituel en avertissant Hiro qu'elle le retrouvera où qu'il aille, ce qui, pour être honnête, me semble très osé. Tomut provoque alors Hiro, suggérant que sa quête pour tuer Daganzoth est maintenant indéfiniment reportée puisqu'il a trouvé un nouvel intérêt amoureux. La tension entre Hiro et Tomut s'intensifie en une vive dispute jusqu'à ce que Saraato intervienne, montrant enfin un peu de bon sens en tirant Hiro à part pour désamorcer la situation. Le lendemain, Juru et Paloopa se rendent au marché pour faire des courses mais se retrouvent presque à court de fonds. Pendant ce temps, Hiro s'aventure dans le désert accompagné de Saraato. Tentant d'améliorer ses compétences de combat, Hiro affronte à nouveau les slimes, mais il a encore des difficultés. Soudain, un loup descend sur eux et lance une attaque. Dans une tentative désespérée d'impressionner Saraato, Hiro engage courageusement le loup dans la bataille, mais est rapidement maîtrisé et s'effondre. Alors que le loup se tourne vers Saraato, Hiro rassemble ses dernières forces pour la défendre. À sa surprise, Saraato reste calme et le loup s'effondre inexplicablement à côté de lui. Saraato, étant toujours aussi bizarre, révèle qu'elle s'était simplement endormie avant l'attaque du loup. En remarquant la blessure à l'épaule de Hiro, elle la guérit sans effort avec sa magie, le laissant surpris. Plus tard, Hiro parvient à vendre le loup pour une pièce d'or, bien qu'il se plaigne des maigres gains. Son humeur change lorsqu'il voit un homme traîné par des soldats, destiné au travail forcé dans une mine de pierre magique. Ne pouvant tolérer une telle injustice, il implore Saraato d'attendre pendant qu'il intervient. Confrontant les soldats, Hiro exige qu'ils épargnent l'homme, mais ses efforts sont accueillis par la violence alors qu'il est rapidement submergé et battu par les soldats. Après avoir été capturé, Hiro se retrouve emprisonné aux côtés de l'homme qu'il a tenté de sauver. L'homme révèle la sombre vérité que ceux envoyés aux mines ne reviennent jamais, ce qui pousse Hiro à élaborer un plan d'évasion en utilisant son faux badge, au grand désarroi de l'homme. Pendant ce temps, Sharisharu devient frénétique alors que son miroir magique ne fonctionne pas. En apprenant la capture de Hiro et son emprisonnement au palais, elle se met immédiatement en route pour intervenir. D'autre part, dans une ruelle sombre, Tomut cherche un moyen de localiser Hiro, mais est suivi de manière inattendue par Saraato. Alors que les tensions montent, sa présence ajoute un rebondissement inattendu à la situation problématique de Tomut. Au palais, le seigneur de la ville éclate de colère lorsque Nanbuko interfère dans ses affaires. En découvrant que son registre a disparu de sa cachette, le seigneur réalise le stratagème de Tomut. Menacé par son ultimatum de révéler ses méfaits, le seigneur fait face à un dilemme. Plus tard, Tomut et Saraato se retrouvent pris en embuscade par les gardes royaux. Heureusement, Juru et Paloopa arrivent juste à temps pour récupérer le registre, leur permettant de libérer Hiro et les autres prisonniers. Le lendemain, Hiro tente de renvoyer Saraato, l'exhortant à le laisser à son entraînement. Cependant, Saraato persiste à le suivre, et Hiro ne supporte plus sa bizarrerie, surtout pendant son soi-disant entraînement. Dans une tentative de subvenir à ses besoins, Hiro lui offre une pièce d'or pour acheter de la nourriture. Pendant ce temps, Saraato rencontre Irene, qui lui propose une invitation à un endroit particulier. Alors que Hiro s'entraîne, il devient frustré par la tâche répétitive de combattre des slimes et implore Juru de partir, pour être confronté à un refus insultant. D'autre part, Saraato accompagne Irene à une source chaude, où Irene révèle des rumeurs sur ses propriétés curatives. Cependant, elle précise que bien que l'eau puisse guérir les blessures, elle ne peut pas ressusciter les morts. De l'autre côté du lac, Sharisharu observe leur interaction, attirant l'attention d'Aaron. Ailleurs, Tomut et Paloopa tombent sur un prospectus annonçant une quête offrant une récompense de 300 pièces d'or pour capturer un monstre. Confiants dans leur capacité avec Juru à leur côté, ils se dirigent vers le terrain d'entraînement, seulement pour être surpris par la vue de Juru et Hiro engagés dans un combat. Juru délivre une réalité brutale, affirmant que la dépendance de Hiro uniquement au Grand Roi ne suffira pas pour vaincre Daganzoth. Il souligne la nécessité de maîtriser plusieurs compétences, rappelant à Hiro l'échec de 100 mages à sceller le dragon. La frustration de Hiro éclate face aux paroles de Juru, menant à une confrontation physique où Hiro frappe de colère, seulement pour être rapidement repoussé par la défense inflexible de Juru. Paloopa et Tomut se précipitent aux côtés de Hiro pour vérifier son état, tandis que Juru annonce son intention d'emmener Hiro aux sources de guérison pour un traitement. En chemin, les gardes de Nanbuko observent leur groupe alors qu'ils se dirigent vers les sources de guérison. Alors qu'Hiro découvre les pouvoirs de guérison miraculeux des sources, il est surpris par leur puissance.
Pendant ce temps, Sharisharu détecte la présence de Hiro et donne un ordre. Juru dit à Hiro que leur voyage englobe plus que de l'entraînement. Il y a de nombreuses tâches à venir et Hiro doit faire preuve d'une détermination inébranlable pour réussir. Alors que Sharisharu donne le signal, des soldats réveillent le gigantesque poulpe, déclenchant le chaos alors qu'il ravage la zone, capturant Sarado sur son passage. Aaron part rapidement, laissant la scène derrière lui alors que le monstre sème le chaos, attaquant tout le monde à proximité, même Sharisharu elle-même. Dans un geste audacieux, Juru fonce et vainc le monstre, sauvant la situation. Pendant ce temps, Hiro cherche Sarado et la trouve près du lac. Sentant leur moment ensemble, Paloopa et Tomut leur accordent discrètement de l'intimité, détournant leur attention ailleurs. Avec le monstre maîtrisé, ils l'amènent en ville pour découvrir que l'annonce initiale était une ruse orchestrée par Sharisharu pour capturer Hiro. Imperturbables, ils élaborent un plan pour vendre le monstre à des acheteurs fortunés, espérant financer la quête d'armure de Hiro. Cependant, l'armure qu'ils les désirent s'avère trop coûteux, les forçant à se contenter de cottes de mailles moins chères à la place. Le lendemain matin, Hiro fait ses adieux aux enfants, prêt à se lancer dans son voyage. Tomut surprend tout le monde en exprimant son intention de rejoindre le groupe malgré les protestations de ses amis. Déterminé à acquérir le grand Trowa, Hiro promet de revenir et part avec une nouvelle détermination. Au cours de leur voyage, ils rencontrent Neren, qui révèle que Sharisharu était derrière l'incident du monstre la veille. Elle exprime son désir de rejoindre leur groupe et propose une carte révélant l'emplacement de Nanbuko dans le pays où périssent les souhaits. Cependant, elle est une femme avide et explique qu'elle ne divulguerait cette information que si elle est autorisée à les rejoindre. Hiro est un radin pervers et il accepte volontiers car quoi de mieux que d'avoir plus d'un allié dans son groupe, surtout des femmes belles. Alors que Hiro et ses compagnons avancent, ils rencontrent un obstacle redoutable sous la forme d'un oiseau massif. Avec Tomut, Erin, Saraato et Paloopa à l'abri derrière une pierre, Hiro tente de frapper l'oiseau mais se retrouve en péril pour être sauvé par l'intervention opportune de Juru. Reconnaissant le danger, Juru suggère qu'il passe la nuit dans la forêt voisine pour éviter d'autres attaques de l'oiseau. Ce soir-là, alors qu'ils se rassemblent autour d'un feu, Saraato est notablement absente, étant partie chercher de l'eau. Profitant de l'occasion pour un moment privé, Hiro se porte volontaire pour la chercher et la trouve près du ruisseau. Pendant ce temps, au palais, Nanbuko présente son armement à des clients potentiels, y compris sa dernière création. Satisfait de la démonstration, les clients achètent l'arme avec des cristaux. À l'insu de Nanbuko, Sharisharu assiste à la transaction à travers son miroir magique, mais son humeur se gâte rapidement lorsqu'elle apprend l'attaque de l'oiseau sur Hiro et ses compagnons. Nanbuko révèle l'existence de l'oiseau massif connu sous le nom de Hawkeye, laissant Sharisharu en détresse. Elle essaie de le soudoyer avec sa mignonnerie, mais il lui ordonne strictement de trouver Hiro et la menace que si elle échoue, il la reniera. Pendant ce temps, alors que Hiro et son groupe avancent, Hawkeye revient les surveiller d'en haut alors qu'ils arrivent dans le champ de sel. Soudain, Sharisharu et ses soldats surgissent, lançant une embuscade surprise sur Hiro et ses compagnons. Ils raniment 3 golems imposants, les déchaînant sur le groupe. Juru se prépare à affronter les golems au combat, tandis que Hiro, poussé par une impulsion soudaine, se précipite vers Sharisharu dans un état de frénésie. Cependant, son geste imprudent s'avère désastreux lorsque Sharisharu riposte avec sa magie de foudre, provoquant l'effondrement instantané de Hiro. Indifférent au sort de Hiro, Juru fonce en avant, affrontant les soldats et les golems avec une habileté et une agilité remarquables. Malgré ses efforts, Hiro se trouve incapable de riposter efficacement et son épée est finalement réduite en morceaux par l'assaut implacable de Sharisharu. Dans un geste désespéré, Paloopa invoque sa magie et convoque Mumu, une fille ressemblant à un lapin connue pour sa propension à accepter des pots de vin. Mumu émerge d'un coffre magique, et dans un retournement de situation soudain, Paloopa jette à la fois Saraato et Tomut dans le coffre, au grand désarroi de Tomut pour les autres. Pendant ce temps, Hiro se retrouve acculé par l'assaut implacable de Sharisharu, avec Juru venant à son secours. Alors que la bataille s'intensifie, la terre tremble sous la force de leurs affrontements, et Juru est pris au piège par la puissante magie de Sharisharu. Dans un cruel retournement, Sharisharu menace de tuer Juru si Hiro ne se soumet pas. Animé par la rage et le désespoir, les émotions de Hiro débordent, le transformant en monstre. Avec une puissance incontrôlable à sa disposition, il lance une attaque dévastatrice, anéantissant les soldats et semant la peur dans le cœur de Sharisharu. Cependant, au milieu de sa frénésie, sa force diminue, son esprit se trouble et il s'effondre, perdant connaissance. Lorsque Hiro reprend conscience, il se retrouve face à Nanbuko et ses subordonnés, mais son état affaibli le laisse désorienté et incertain de son environnement.
des souvenirs d'une vision étrange pendant son inconscience scintillant dans son esprit. Pendant ce temps, Mumu et le coffre magique réapparaissent avec Sarato partant à la recherche de Hiro, tandis que Paloopa se sépare à contre-cœur d'une somme importante pour satisfaire les exigences de Mumu. Ailleurs, Nanbuko rencontre son acheteur, un individu paré de vêtements somptueux, impatient d'inspecter les offres de Nanbuko. À l'arrière-plan, un orque vert est attaché à une croix, tandis que 3 hommes sont enchaînés à proximité. À leur insu, le docteur est en train de préparer son invention lorsqu'une soudaine explosion de lumière rouge enveloppe l'orque et les hommes. À leur grande surprise, les individus fusionnent en une entité monstrueuse, suscitant des louanges de la part de la femme qui assiste au succès de Nanbuko dans la combinaison d'humains et d'un orque. Alors que Hiro observe secrètement la scène, le docteur exprime sa déception face à l'erreur de calcul, s'attendant à ce que le monstre soit plus fort. Soudain, Hiro émerge de l'ombre, confrontant Nanbuko et le défiant en duel. Avec les deux parties prêtes au combat, Hiro se rend compte qu'il n'a plus son épée. Imperturbable, Hiro engage Nanbuko dans un combat à main nue, mais ses efforts s'avèrent vains car il est rapidement maîtrisé. Malgré sa défaite, Hiro exige le retour de Grand Troa, mais Nanbuko affirme que l'artefact lui appartient légitimement. Alors que Hiro est capturé par les soldats, Nanbuko l'informe qu'il est invité à un rassemblement spécial. Pendant ce temps, Juru réfléchit à la mystérieuse capacité de Hiro à détruire leurs ennemis, et Erin apparaît soudainement au grand agacement de Paloopa. Ensuite, Juru, Tomut et Sarato sont escortés vers une tente luxueuse, laissant Erin et Paloopa derrière. Pendant ce temps, à l'extérieur de la tente, Nanbuko s'occupe de son acheteur, qui prépare un festin somptueux. Sharisharu se précipite vers Nanbuko pour s'excuser de son échec à capturer Hiro. Mais à sa surprise, Nanbuko loue la force de Hiro et récompense Sharisharu et ses hommes avec un sac d'argent. Submergé de joie, Sharisharu étreint Nanbuko avec gratitude. De retour sur le terrain d'essai, Juru et les autres observent l'orque mi-humain, ce qui amène Juru à soupçonner l'implication de Nanbuko dans la création de la créature. Dans la tente, Hiro se retrouve attaché à une chaise alors que Nanbuko entre, exhibant des instruments de torture avec l'intention d'extraire les secrets de Hiro par la douleur. Curiosité éveillée, Nanbuko demande à Hiro sa connexion avec Daganzot, le dragon malveillant. En réponse, Hiro demande pourquoi un simple marchand comme Nanbuko s'intéresserait à une entité aussi maléfique. Nanbuko révèle sa logique, expliquant que le chaos provoqué par les actions de Daganzot créera une demande d'armes dans de nombreux pays, augmentant ainsi ses profits. Avant que Nanbuko ne puisse commencer son interrogatoire, une agitation éclate à l'extérieur de la tente. Son acheteur, furieux d'avoir été traité avec manque de respect, provoque une scène. Profitant de l'occasion, Hiro tire parti de la distraction, parvenant à libérer sa jambe et à récupérer son insigne. Avec des doigts agiles, il utilise l'insigne pour couper les cordes qui lient ses mains, se libérant ainsi. Pendant ce temps, le docteur manipule soigneusement sa dernière invention, mais ses capteurs détectent la présence de Sarato à proximité. Déconcerté, il se met à enquêter sur sa localisation. À l'intérieur de la tente, Hiro parvient à libérer sa main de la corde, bien qu'il trébuche car sa main gauche reste attachée. Soudain, le docteur entre dans la tente avec son capteur et est surpris par l'odeur de Hiro, qui lui rappelle Sarato. Il s'enquiert de l'emplacement de Sarato, ignorant que Hiro coupe secrètement la corde sur son bras. À l'extérieur de la tente, Sharisharu et les soldats se réjouissent lors d'une fête célébrant la supposée bienveillance de Nanbuko. Pendant ce temps, le docteur reste sceptique quant à l'intérêt supposé de Sarato pour le battement de cœur de Hiro. Finalement, Hiro libère son bras et saisit l'occasion de confronter le docteur. Malgré les divagations persistantes du docteur sur la connexion entre Sarato et Hiro, Hiro réalise que le destin de Sarato est lié au sien. Le docteur, reconnaissant ce lien, implore Hiro de prendre soin de Sarato. Cependant, Hiro exprime des doutes, craignant de ne pas pouvoir tenir cette promesse au milieu de la torture de Nanbuko. Dans un retournement surprenant, le docteur offre à Hiro du poison, le suggérant comme un moyen de retrouver Sarato au-delà des limites de leurs difficultés actuelles. Au début, le jeune garçon hésite, luttant avec la gravité de sa décision avant de finalement consommer le poison. À l'extérieur de la tente, Juru et les autres observent Hiro tomber d'en haut, ce qui pousse Juru à presser un départ rapide sans se lancer dans des questions. À l'intérieur de la tente, Nanbuko bouillonne de fureur envers le professeur, qui le défie avec défi de mettre fin à sa vie. Cependant, Nanbuko reconnaît la valeur du docteur malgré leur confrontation, reconnaissant la nécessité des compétences du docteur. Indifférent, le docteur reste inébranlable, sa détermination étant alimentée par le désir de protéger Hiro pour le bien de Sarato.
Nanbuko, intrigué, se demande si Hero est au courant de la véritable identité de Sarato. Néanmoins, il révèle qu'il se débarrassera de Sarato dès que possible, et cette nouvelle fait monter les larmes aux yeux du docteur. La scène change vers une vieille mine, où Irene révèle que des opérations minières intensives sont en cours pour obtenir des pierres magiques. Sarato s'approche de Hero et détecte l'odeur distinctive du docteur Baharapa. Pendant ce temps, Juru essaie de comprendre les remarques énigmatiques du docteur concernant le cœur de Hero, qui semble être distinct du sien et potentiellement lié à Daganzot. Juru émet l'hypothèse qu'un échange de cœur a pu se produire entre Hero et Daganzot, expliquant l'irrégularité du battement de cœur de Hero. Cette théorie suggère que le père de Hero, poussé par le désespoir, a peut-être orchestré cet échange, peut-être dans le but de libérer des pouvoirs cachés en Hero. Ces pouvoirs se manifestent lorsque Hero éprouve des émotions intenses comme la colère et le désespoir, le transformant temporairement en une entité monstrueuse. Bien que Juru reste prudent quant à la théorie, elle résonne avec les événements qu'ils ont observés lors de leur voyage. Hero suppose que s'il venait à périr, Daganzot pourrait subir le même sort. Animé par un désir profond de venger la mort tragique de ses parents, Hero décide d'affronter sa mortalité de front. Dans un accès cathartique, il libère sa fureur accumulée et sort en trombe. Juru et Palupa le suivent, mais la tentative d'Irene de les accompagner est interceptée par Tomut, qui juge l'affaire trop personnelle pour qu'elle s'en mêle. Pendant ce temps, au palais, Sharisharu se réjouit du cadeau offert par Nanbuko. Cependant, son agitation la pousse à envoyer ses yeux ailés pour surveiller secrètement les mouvements de Hero. Alors que Hero atteint un village désolé, Juru est frappé par un souvenir soudain, le laissant visiblement stupéfait. Tomut commente l'atmosphère étrange du village, ce qui pousse Juru à confirmer ses soupçons et à inciter les autres à examiner les dégâts avant de prendre toute décision concernant le séjour. En explorant le village, Juru est confronté à une vision hantante de son passé. Il aperçoit la silhouette de son enfance, déclenchant des souvenirs de l'épreuve éprouvante que ses parents ont endurée. Ils ont été soumis à la torture et à la persécution parce que sa mère était humaine, tandis que son père ressemblait à une créature monstrueuse. Les habitants du village de monstres soupçonnaient que sa mère était la cause des malheurs du village. Malgré les accusations, la mère de Juru a défendu fermement son père. Dans un moment poignant, le père de Juru l'a appelé, lui transmettant la leçon intemporelle qu'un véritable héros n'abandonne jamais une cause noble. Tragiquement, les parents de Juru ont été injustement exécutés ensemble, laissant une marque profonde sur le psychisme de Juru. Dans une autre partie du village, Tomut poursuit son exploration et tombe sur des piles de corps sans vie. Au-dessus de lui, un monstre en embuscade observe ses mouvements, puis lance une attaque soudaine. Juru est submergé par les souvenirs du passé, se remémorant les actions héroïques de Bero qui l'ont sauvé, ainsi que le tendre moment où il a posé les yeux pour la première fois sur le bébé Hero. Soudainement, Tomut court vers eux, poursuivi par une laide fusion d'humains et d'orques. Malgré la menace imminente, Hero s'avance pour affronter le monstre, seulement pour réaliser sa folie, qu'il ne possède plus son épée. Avec une précision rapide, Juru brandit son épée, interceptant l'assaut du monstre et protégeant ses compagnons du danger. Hero, reconnaissant sa propre vulnérabilité, avertit Juru qu'il n'est pas encore complètement remis de son épreuve précédente. Alors que le monstre redirige son attention vers Hero, Tomut le supplie de puiser dans sa forme Daganzot pour se défendre. Cependant, malgré ses efforts, Hero a du mal à se transformer, le laissant vulnérable à l'assaut de la créature. Dans un moment décisif, le monstre lance une attaque dévastatrice sur Hero, incitant la supplication urgente de Tomut. Pourtant, alors que le danger s'intensifie, Juru intervient à nouveau, venant à la rescousse de Hero et éliminant rapidement l'ennemi monstrueux. D'autre part, Irene rencontre Sharisharu pour rencontrer le marchand maléfique. Irene s'avère être une traîtresse car elle informe Nanbuko que Hero possède le cœur de Daganzot. Le marchand refuse d'abord de la croire, mais elle lui dit que son travail est de distribuer des informations précieuses en échange d'argent. Impressionné, Nanbuko lui donne un objet de valeur et plus tard, il appelle Sharisharu uniquement pour lui ordonner de tuer Hero. Dans le village vibrant de Rukano, Tomut se trouve captivé par son atmosphère animée malgré son emplacement en périphérie. Palupa explique que le village prospère grâce à son intersection stratégique. Hero exprime son désir d'acquérir une nouvelle épée, mais Juru suggère de vendre d'abord le crocodile avant de faire des achats, avertissant Hero de faire attention à leurs finances. Alors que le soir tombe, Tomut s'enquiert de leur plan pour le lendemain, incitant Juru à préconiser un
un repos bien mérité. Tandis que Juru s'occupe à étudier la carte et à planifier leur voyage dans ces quartiers, Hiro engage la conversation avec lui, cherchant à comprendre le comportement de Juru lors de leur rencontre dans le village plus tôt. Juru le rassure, affirmant qu'il ne faisait que remplir son devoir de protéger Hiro, bien que Hiro sente qu'il y a peut-être plus dans les pensées de Juru. À minuit pile, le chaos éclate, alors qu'une ombre monstrueuse descend sur le village, semant le chaos et la destruction. Alors que l'ombre révèle sa véritable forme, Daganzot émerge, projetant une aura mortelle qui menace tous ceux qui croisent son chemin. Enragé par la dévastation, Hiro se déplace pour affronter la créature, mais Juru intervient, exhortant à la prudence. Cependant, alors que le monstre lance une autre attaque, il devient évident que ce n'est pas le véritable Daganzot. C'est alors que Sharisharu apparaît, révélant que l'entité monstrueuse est une invention du Dr Baharappa. Sarato alerte urgemment ses compagnons que la menace imminente n'est pas Daganzot. Pendant ce temps, au palais, le Dr Baharappa et Nanbuko observent la bataille en cours, le docteur exprimant sa confiance dans son plan pour manipuler Hiro. Alors que Juru est piégé par le monstre de l'ombre, Sharisharu lance une attaque sur Hiro avec son parapluie infusé de foudre, provoquant la panique du Dr Baharappa lorsqu'il réalise l'importance de la connexion de Hiro avec Sarato. Malgré le chaos, Nanbuko reste indifférent, concentré uniquement sur l'appât de Daganzot. Hiro, submergé par l'assaut, succombe à la peur et à la colère en lui, éveillant le pouvoir dormant du dragon en lui. Sa fureur déchaînée envoie Sharisharu et ses compagnons voler, laissant Tomei et Sarato émerveillés par sa nouvelle forme de dragon. Alors qu'Hiro lutte avec son tourment intérieur, Juru se retrouve consumé par l'ombre, pour être sauvé par l'intervention opportune d'Erin. Sharisharu disparaît de la scène alors que le véritable Daganzot se matérialise devant eux. Dans sa fureur, Hiro, maintenant maître de sa forme de dragon, frappe involontairement Juru avec son épée, provoquant une douleur aiguë dans le cœur de Sarato. La force pure du pouvoir intérieur de Hiro fait éclater tous les miroirs dans la chambre de Nanbuko, signalant l'étendue de son énergie déchaînée. Finalement, Hiro reprend ses esprits et Daganzot s'efface lentement. Nanbuko réalise que pour capturer Daganzot, il doit d'abord maîtriser Hiro, laissant Juru allongé sans défense sur le sol, tandis que Hiro et ses compagnons se précipitent à ses côtés, submergés par l'émotion. Alors que Hiro veille sur Juru, qui reste inconscient dans l'auberge, Sarato le rejoint, offrant un soutien silencieux. Pendant ce temps, dans la cuisine, Paloopa exprime son mécontentement quant au goût de la nourriture qu'il a préparée. Soudain, Juru se réveille, apportant un sentiment de soulagement à Hiro. Malgré sa guérison, Juru remarque l'odeur de la cuisine de Paloopa, reconnaissant ses efforts. La culpabilité de Hiro pèse lourdement sur lui pour son attaque contre Juru, mais Juru et Paloopa le rassurent tous deux, en lui disant que c'était sa forme d'Agan, pas son vrai moi, qui a frappé Juru. Néanmoins, Hiro est profondément affecté par l'incident, attristé par le mal causé à son ami. L'inquiétude de Hiro grandit lorsque Sarato explique les dangers de guérir les blessures de Juru et les risques potentiels que la forme de dragon de Hiro le submerge complètement. La peur de perdre son humanité au profit du dragon en lui terrifie Hiro. Juru suggère de demander conseil au maître Théo, pensant qu'il pourrait avoir des éclaircissements sur leur situation, mais il perd conscience à nouveau. Pendant ce temps, en bas, Paloopa et Mumu se disputent au sujet du médicament coûteux nécessaire pour traiter l'état de Juru. Mumu révèle que le médicament nécessite des herbes rares de Serafuria, réduisant à néant leurs espoirs d'une alternative moins chère. Tomei suggère de retourner aux sources de guérison, mais Paloopa craint que cela ne suffise pas à sauver la vie de Juru. Juste à ce moment-là, Erin émerge avec une solution, offrant des indications pour trouver les herbes dans le canyon de Kururu Arua. Malgré l'urgence de Hiro, Erin partage l'emplacement, offrant une lueur d'espoir, alors que le groupe se prépare à se lancer dans leur quête pour sauver Juru. Alors que Hiro et Sarato se dirigent vers le canyon de Kururu Arua, Hiro exprime sa frustration face à la distance qu'ils doivent parcourir. Sarato le rassure, mentionnant que son propre bien-être est intact malgré la longueur du voyage. De retour à l'auberge, Erin informe sombrement le groupe de l'aggravation de l'état de Juru. Paloopa calcule leurs contraintes financières, tandis que Tomei exprime ses soupçons croissants à propos de Sarato. Il note son comportement étrange, y compris son manque d'appétit pendant leur voyage. Les doutes de Tomei sont renforcés par les apparitions apparemment opportunes de Sarato et son association avec le Dr Baharappa, qui sert les intérêts de Nanbuko. De plus, Tomei observe que Sarato sourit rarement, ce qui accroît sa méfiance. Pendant ce temps, Hiro et Sarato sont arrivés au canyon de Kururu Arua, où ils espèrent trouver les herbes rares nécessaires pour sauver la vie de Juru. Dans le canyon, Hiro et Sarato se retrouvent face à un crapaud géant qui apparaît soudainement et les attaque. Sarato agit rapidement, poussant Hiro hors de danger alors qu'il tente d'échapper à la créature. Leur fuite est entravée par une averse soudaine, rendant le terrain glissant. Malgré les obstacles, Sarato aperçoit une plante de Serafuria et Hiro se dirige vers elle avec détermination.
De retour à l'auberge, Erin transmet des nouvelles alarmantes au groupe, révélant que Nanbuko prévoit de tuer Hiro. Elle explique qu'elle a entendu cette information par un dispositif de communication. Palupa est perplexe quant aux motivations de Nanbuko pour cibler Hiro, et Erin suggère que cela pourrait être lié à la connexion de Hiro avec Daganzot. Pendant ce temps, alors que Hiro lutte pour atteindre le Serafuria, la colline où pousse la plante s'éloigne de manière inattendue, compliquant encore leur tâche. Alors qu'Hiro lutte pour récupérer la Serafuria de la tortue lumineuse insaisissable, de retour à l'auberge, le groupe discute de la connexion d'Hiro avec les plans de Nanbuko. Il réalise que la visite d'Hiro chez Nanbuko est liée à son héritage de son père, ainsi qu'au fait qu'il porte le cœur de la créature responsable de la mort de ses parents. Erin ajoute à leur préoccupation en révélant que Nanbuko a orchestré un canular sur la capture de Daganzot, dans le but de semer la discorde entre les trois royaumes. Le groupe comprend que cette désinformation entraînera probablement une augmentation des commandes d'armes et d'armures, ainsi qu'une hausse des prix des pierres magiques en raison du monopole de Nanbuko. Palupa craint que ces développements ne dégénèrent en une guerre à l'échelle du continent. Pendant ce temps, Hiro continue de lutter avec la tortue lumineuse, ce qui pousse Erin à avertir le groupe du voyage de plus en plus difficile qui les attend. Malgré les dangers potentiels, elle refuse toute récompense pour ces informations, demandant simplement une tasse de thé en retour. Dans le canyon, Hiro récupère avec succès la Serafuria, mais alors qu'il tombe de la carapace de la tortue lumineuse, Sarato le rattrape, menant à un moment de soulagement et de sourire partagé entre eux. De retour à l'auberge, Hiro présente la Serafuria bouillie à Juro, et alors qu'il la consomme, des lumières mystiques apparaissent, et Juro reprend conscience. À l'extérieur de la pièce, Tomet entre et partage un rapport troublant avec les autres. Il révèle que des enfants dans la ville sont en train de être contraints de miner des pierres magiques. Une situation qui suggère l'imminence d'une guerre. Alors qu'ils reprennent leur voyage, Tomet confie à Palupa qu'il a perdu confiance en Sarado après l'avoir vu pleurer à l'auberge la nuit précédente. Il croit maintenant davantage en la mystérieuse fille qu'ils ont rencontrée plus tôt. Pendant ce temps, Tomet exprime sa peur de la guerre imminente et son désir d'obtenir le Grand Trowa. Cependant, Jero lui rappelle l'importance de trouver Maître Théo. Soudain, un homme digne apparaît, et Jero et Palupa s'agenouillent devant lui. Palupa se présente comme le serviteur de Béro, et l'homme se révèle être Maître Théo. L'arrivée de Maître Théo suscite un mélange d'émotions, alors qu'il salue chaleureusement Sarado, provoquant une pointe de jalousie chez Hiro. Malgré le malaise momentané, ils poursuivent leur voyage. Cependant, l'air raréfié s'avère difficile pour tout le monde, les laissant à bout de souffle. Maître Théo, toujours observateur, remarque leur lutte et souligne que Béro et Palupa, ses disciples, ne semblent jamais rencontrer de telles difficultés. Palupa s'excuse de ne pas avoir de cadeau, tandis que Jero déclare respectueusement leur intention de discuter de quelque chose d'important avec Maître Théo. Alors qu'ils s'enfoncent plus profondément dans la grotte, Jero expose la réalité troublante de la potentielle transformation de Hiro en dragon. Maître Théo écoute attentivement, sa sagesse émanant de sa présence. Avec un geste, il invoque une énergie puissante, démontrant les flammes destructrices d'âmes semblables aux attaques dévastatrices de Daganzot. Le vieil homme plonge dans l'histoire tragique du rituel de scellement raté et le rôle crucial du cœur de Daganzot, qui bat maintenant dans Hiro. Malgré son vaste savoir, Maître Théo admet qu'il manque de conseils sur ce sujet. Hiro, aux prises avec ses émotions, s'exprime d'une voix teintée de frustration. Il confronte Maître Théo sur son absence lors de la cérémonie de scellement et se demande pourquoi il n'est pas intervenu pour aider ses parents. Ce moment de confrontation crépite de tension, alors que Hiro cherche des réponses aux questions qui le brûlent intérieurement. L'explication de Maître Théo résonne avec une profonde sagesse alors qu'il explique l'impossibilité de sceller Daganzot même avec sa présence. Il invite Hiro à entreprendre un voyage d'entraînement magique, reconnaissant son potentiel pour l'aider à maîtriser sa forme de dragon. Alors qu'ils émergent de la grotte, Maître Théo crée des tâches pour chaque membre du groupe, une guidance subtile adaptée à leurs forces et besoins. En avançant, Hiro se retrouve confronté à une tâche difficile, suivant une ligne sinueuse pour découvrir un chemin droit dans ses pas. C'est un voyage métaphorique conçu pour cultiver une compréhension plus profonde de soi-même au milieu des complexités de la vie. Pourtant, alors qu'il se débat avec ce concept, Hiro se retrouve confronté à un exercice simple et profond, froissant et défroissant une image, reflétant le voyage complexe de découverte de soi et de transformation qu'il entreprend. Palupa se retrouve aux prises avec la profondeur des enseignements de Maître Théo, luttant pour en saisir la signification.
Pendant ce temps, Eren surveille attentivement les rapports du palais de Nanbuko, le cœur lourd du poids de la guerre imminente. Alors que les tensions s'intensifient, elle craint l'inévitable éclatement du conflit. Au milieu de leur entraînement, Palupa exhorte Hero à maintenir sa concentration, soulignant l'importance de la concentration. Pourtant, les conseils de Maître Théo prennent une tournure inattendue lorsqu'il demande à Hero de jeter le papier portant l'image de Sarado, ce qui suscite des protestations du jeune garçon qui s'y accroche comme à un souvenir précieux. Soupçonneux de la relation naissante entre Hero et Sarado, Maître Théo observe attentivement leurs interactions. Au milieu de cela, Gero revient avec sa proie, un témoignage de sa prouesse dans la nature. Cependant, l'attention se déplace à nouveau lorsque Maître Théo dirige l'attention de Hero vers une tâche apparemment difficile, ramasser un caillou. La perspective de Sarado sur la pièce d'or comme un beau caillou ajoute une touche unique à l'exercice, soulignant sa perspective sur la difficulté apparente. Intrigué, Maître Théo demande à Hero de lancer le caillou à un endroit de son choix. Alors que le caillou est lancé, émettant une faible lumière, l'intérêt de Maître Théo est éveillé. Sentant un défi, Hero confronte Maître Théo, qui accepte volontiers le défi. Pendant ce temps, au palais, Charicharu lutte avec un sentiment de tristesse, ses émotions tourbillonnant en elle. Malgré son trouble intérieur, elle reste modeste et lorsque son serviteur lui demande ses désirs, elle ne peut que secouer la tête en réponse. Elle est incapable d'expliquer la source de sa tristesse. Au lieu de cela, elle appelle le nom de Nanbuko, cherchant peut-être une source de réconfort ou de guidance au milieu de son anxiété intérieure. Devant la grotte, Maître Théo transmet sa sagesse sur la lame Koku, démontrant son pouvoir sans la présence physique d'une épée. Le héros est d'abord sceptique, mais tente néanmoins la technique, se surprenant lorsque son attaque touche la pierre. Malgré ce succès, le héros reste inconscient de l'importance de son exploit. Pendant ce temps, au palais, Charicharu interagit faiblement avec son serviteur avant d'être convoqué par Nanbuko. Excitée par cette perspective, elle se précipite pour le rencontrer. À l'intérieur de la grotte, Gero cherche des conseils auprès de Maître Théo concernant Hero. Théo décrit les traits de caractère de Hero et affirme que, bien que Hero ne soit peut-être pas excellent en escrime, son véritable talent réside dans la magie. Gero reconnaît cela, mais exprime son désir de continuer à entraîner Hero à l'escrime, voulant le soutenir. Maître Théo assure à Gero qu'ensemble, ils peuvent se compléter avec l'expertise de Gero en escrime et la maîtrise de Hero en magie. Dans le palais, Nanbuko est absorbé par la surveillance de sa machine lorsque Charicharu arrive. Il l'informe qu'il a une tâche pour elle, ce qui suscite la suspicion d'un des soldats. À l'extérieur de la grotte, Maître Théo ordonne à Hero de prendre sa position, mais le jeune guerrier est fatigué et frustré. Théo le défie de frapper avec la lame Koku, promettant la graduation s'il réussit. Hero lance une attaque et Théo simule une blessure. Malgré la conviction de Hero d'avoir maîtrisé l'art de l'épée, ils poursuivent leur voyage. À leur insu, Maître Théo active discrètement une barrière magique défensive lorsque Hero attaque. Finalement, ils arrivent dans le désert de Morte. Au cours de leur voyage, ils font face à une attaque d'un Hawkeye, mais Gero la repousse avec succès. Cependant, Eren s'effondre, laissant tomber son appareil dans le processus. Des soupçons surgissent lorsqu'ils l'entendent communiquer avec l'ennemi, ce qui les amène à réaliser qu'elle est l'espionne. Juru la confronte et Irene avoue être une courtière en information qui vend ses renseignements à Nanbuko. Malgré la trahison, Juru décide de ne pas lui faire de mal, croyant que cela ne compensera pas leur perte. À la fin, ils laissent Eren abandonnée dans le désert, bien qu'elle les avertisse des conséquences graves à venir. Au palais, malgré les inquiétudes de ses gardes, Charicharu est déterminée à accomplir la tâche de Nanbuko. Elle entre dans la machine où elle et le docteur Bahoropa ont uni leurs forces. Pendant ce temps, alors que la nuit tombe dans le désert de Morte, Hero et ses compagnons se plaignent des températures extrêmes. Juru leur rappelle qu'ils doivent se préparer pour 3 nuits dans le désert, où la température fluctue drastiquement entre des journées brûlantes et des nuits glaciales. Alors qu'ils continuent de traverser le désert au milieu de la tempête de sable, le groupe fait face à des défis. Pendant ce temps, dans le royaume de Saint-Amoria, les chevaliers se préparent à la guerre, croyant que Van Lodis et Ishilfia ont formé une alliance et que Daganzot est sous leur contrôle. Dans le désert, Hero et ses compagnons se retrouvent à court d'eau et Palupa tombe dans un trou de sable. À l'intérieur, il rencontre un monstre grotesque et redoutable. Juru ordonne à Palupa de ne pas bouger pour éviter de s'enfoncer davantage, mais malgré ses efforts, Palupa panique et s'enfonce encore plus. Incapable de l'aider, le groupe est surpris lorsque Eren, la fille bavarde, lance une corde pour sauver Palupa. Bien que Palupa soit sauvé, il reste en colère contre Eren, qui explique qu'ils s'éloignent de leur destination prévue. Dans le royaume d'Ishelfia, le roi est en prière depuis 3 jours consécutifs.
il y a une peur dominante que Vanlodis et Saint Amoria se soient alliés contre eux et ils s'inquiètent également de la capture potentielle de Daganzoth. Pendant ce temps, dans le désert de mort, le groupe de héros est pris dans une tempête de sable, les séparant. Palupa reprend conscience et trouve Aeryn à ses côtés. Elle explique qu'elle n'a trouvé que Palupa et a perdu la trace des autres. Malgré l'inquiétude de Palupa pour leurs compagnons, Aeryn propose de se diriger vers l'oasis, pensant qu'il pourrait y retrouver les autres. Déterminée à ne pas périr dans le désert, Aeryn avance, exhortant Palupa à la suivre. Juru rencontre Tomet, tandis que Héro et Serato sont séparés du reste du groupe. Alors qu'ils poursuivent leur voyage, Palupa a du mal à marcher mais refuse l'offre d'Aeryn de porter son sac. Aeryn se défend, expliquant qu'elle ne vend des informations qu'à ceux prêts à payer un prix élevé. Elle admet avoir approché Nanbuko dans une tentative d'acquérir le Grand Troa, mais Palupa est submergé et s'effondre. Pendant ce temps, Héro et Serato endurent l'air froid ensemble, Serato semblant visiblement préoccupé. Le lendemain matin, Aeryn et Palupa se réveillent, et Palupa remarque un insecte recueillant la rosée sur son corps. Il essaie d'imiter le comportement mais échoue. Pendant ce temps, Héro tremble et a désespérément besoin d'eau, incertain de ce qu'il doit faire ensuite. Serato sent l'odeur du lac voisin porté par le vent et commence à se déshabiller. Ailleurs, Juru porte Tomet sur son dos et aperçoit Aeryn et Palupa au loin. Ils se réunissent à nouveau en groupe. Alors que Serato recueille des gouttelettes sur son corps et les offre à Héro, il se souvient brièvement de sa mère. Pendant ce temps, un aigle les observe de loin. Juru et les autres atteignent enfin l'oasis où Juru donne de l'eau à Tomet, l'aidant à reprendre conscience. Cependant, leur moment de soulagement est de courte durée car Sharisharu apparaît soudainement dans sa forme fusionnée. Elle attaque Serato et enlève Héro sous leurs yeux. Ailleurs, les trois royaumes continuent de se préparer pour la guerre. Héro se réveille dans le palais de Nanbuko, où le marchand d'armes révèle son intention de ressusciter Daganzoth après 10 ans. Nanbuko, indifférent à la rage de Héro, se moque de lui davantage, affirmant que le Grand Troa lui appartient désormais. Dans un accès de colère, Héro dégaine son épée et frappe Nanbuko, mais l'ennemi bloque l'attaque sans effort. Il devient clair pour Héro que vaincre Nanbuko ne sera pas aussi simple qu'il le pensait. Alors que Nanbuko lâche cette bombe de vérité, révélant sa propre culpabilité dans la tragédie d'il y a 10 ans, la rage de Héro s'intensifie. Il refuse d'accepter le déni de Nanbuko concernant l'incident de l'échange de cœurs, insistant sur le fait que c'était bien son père, Lord Barrow, qui avait pris la décision. Malgré sa colère, Héro attaque Nanbuko une fois de plus, mais il est rapidement maîtrisé et jeté à nouveau dans le désert impitoyable. Le poids de la révélation de Nanbuko et l'échec de Héro pèsent lourdement sur lui alors qu'il lutte pour comprendre la vérité. Alors que Juru et les autres cherchent Héro et Serato, Aeryn utilise son appareil pour écouter, espérant trouver des indices. Soudain, ils entendent la voix de Serato appeler Héro. Suivant le son, ils trouvent Serato frappant des tambours pour tenter d'invoquer le dragon. À leur grande surprise, le dragon émerge et dévore Serato. La panique s'empare du groupe, Juru étant presque prêt à attaquer le dragon dans sa détresse. Cependant, Serato parvient à les calmer, leur assurant que le dragon les mènera à Héro. Palupa se souvient que Serato est apparu pour la première fois aux côtés d'un dragon, approfondissant encore le mystère qui l'entoure. Alors que le groupe chevauche le dragon, il s'envole vers le palais de Nanbuko. Pendant ce temps, à l'intérieur du palais, Nanbuko s'assure que tous les préparatifs sont terminés. Il prévoit de fusionner le trésor scellé avec son dispositif, croyant que cela lui accordera la domination sur le monde. Cependant, il reconnaît que pour atteindre cet objectif, il faut sacrifier tout le pouvoir magique de tout le royaume. Indifférent à l'ampleur de la tâche, Nanbuko reste déterminé à réaliser ses ambitions, même au prix d'un immense sacrifice. À leur arrivée au manoir de Nanbuko, Serato et les autres se retrouvent face à une structure rappelant le palais du Seigneur des Ténèbres. Aeryn explique l'histoire derrière le palais, détaillant son ancien dirigeant, Girosius, et sa défaite par le héros, Dal Halbart. Malgré son état de ruine, le palais conserve encore une magie puissante, désormais utilisée par Nanbuko. Cependant, leur arrivée ne passe pas inaperçue, car ils sont rapidement attaqués dès l'atterrissage. Avec le dragon abattu au sol, entouré de gardes, le groupe doit rapidement élaborer un plan pour échapper à la capture. Juru et les autres parviennent à s'éclipser avant d'être découverts, mais ils ne savent pas comment procéder ensuite. Le docteur Baoropa lâche une bombe, révélant la véritable nature de Sarato en tant que marionnette magique créée sous les ordres de Nanbuko. Palupa est choqué par cette révélation. Le docteur explique en outre que la création de Sarato est liée à la tragédie de Balbagoa, au cours de laquelle Nanbuko a implanté le cristal de sang de dragon dans son corps. Cependant,
parce que Nanbuko n'appréciait pas la beauté de Sarato, il ordonna sa destruction. Dans une tentative désespérée de survivre, Sarato gela le lac de magma et réussit à échapper à sa mort imminente. Le groupe se retrouve dans une situation difficile alors qu'ils affrontent Nanbuko et Sharisharu dans la salle avec le cristal géant. Malgré les avertissements et les supplications de Hero pour partir, ses amis refusent de l'abandonner. Sarato, faisant preuve d'altruisme, s'offre en sacrifice en échange de la libération de Hero. Cependant, Nanbuko révèle qu'il a besoin à la fois de Sarato et de Hero pour que son grand plan se réalise. Alors que l'éclipse solaire projette son ombre sur Balbagoa, le plan sinistre de Nanbuko atteint son apogée. Avec la convergence des événements célestes, Nanbuko a l'intention d'utiliser tout le pouvoir magique rassemblé pour fusionner des soldats des trois royaumes avec l'essence de Daganzot, créant une entité monstrueuse encore plus redoutable que le dragon maléfique lui-même. Pendant ce temps, la sphère entourant le manoir de Nanbuko se referme, piégeant tout le monde à l'intérieur. Sharisharu, réalisant le danger imminent, envoie tout le pouvoir magique accumulé au docteur Baoropa, croyant que Nanbuko épargnera sa vie. Cependant, Nanbuko apparaît et dissipe tout espoir de salut, déclarant que tout le monde dans le manoir fera partie de son grand plan. Avec cette révélation glaçante, la situation devient trop claire pour ceux pris dans l'emprise de Nanbuko. Alors que la situation s'aggrave dans le manoir, la confiance initiale de Sharisharu se transforme en rage lorsqu'elle réalise l'ampleur de la trahison de Nanbuko. Pendant ce temps, Juru confronte le docteur Baoropa, cherchant des réponses sur la source de la peur qui retient la magie à l'intérieur. Le docteur révèle que son véritable corps réside à Balbagoa et que la forme actuelle qu'il habite n'est qu'une marionnette. La fierté de Juru se transforme rapidement en consternation lorsque le docteur Baoropa l'attaque, le faisant s'effondrer. Nanbuko, saisissant l'opportunité, utilise sa magie pour invoquer Sarato et lui ordonne d'obéir à ses ordres. Sarato, sous le contrôle de Nanbuko, subit une transformation radicale, devenant un vaisseau pour répandre la terreur. Cependant, les plans de Nanbuko sont momentanément contrecarrés lorsque le cœur de Daganzot à l'intérieur de Sarato cesse de battre. Malgré le chaos et le manoir en ruine, Palupa cherche désespérément l'aide de Mumu. Cependant, Mumu exige un prix élevé pour son aide, laissant Palupa et les autres rassembler toutes les ressources qu'ils ont dans une tentative désespérée de survie. Alors que le chaos règne à l'intérieur de la sphère, Mumu se prépare à tirer le canon magique, espérant créer une ouverture pour leur évasion. Avec une détonation puissante, le canon perce la sphère, permettant à Palupa, Juru et aux autres de fuir vers la sécurité à Balbagoa. Pendant ce temps, à Balbagoa, Hero est sur le point de se transformer en dragon, une étape cruciale dans le plan de Nanbuko pour invoquer le Seigneur des Ténèbres. Enragé par la situation et la manipulation qu'il a subie, Hero lance une attaque. Cependant, avant qu'il ne puisse nuire à Sarato ou libérer toute sa puissance, Juru et le reste du groupe arrivent, intervenant pour séparer les deux et empêcher un conflit supplémentaire. Alors que Juru s'approche de Hero et Sarato, désireux d'intervenir et d'arrêter le conflit, Sharisharu intervient pour bloquer son chemin. Bien qu'elle soit sur le point de mourir de la main de Nanbuko, elle lui reste loyale, prête à obéir à ses ordres sans question. Nanbuko lui-même observe la bataille qui se déroule entre Hero et Sarato avec une satisfaction perverse, trouvant de la beauté dans le conflit entre deux individus liés par le destin. Alors que Sarato parvient à maîtriser Hero et à l'empêcher de lui faire plus de mal, elle le retient et le plaque violemment au sol. Malgré le désir de Juru d'aider Hero, Sharisharu intervient, l'empêchant d'intervenir et infligeant presque un coup fatal à Hero elle-même. Soudain, Sharisharu est projeté par une force invisible, révélant l'apparition de Daganzot, qui protège Hero du danger. Nanbuko, voyant l'activation de son réacteur magique et l'apparition de Daganzot, est ravi des événements qui se déroulent. Nanbuko procède alors à emprisonner Daganzot dans le Grand Trowa, avec l'intention de se fusionner avec le dragon en utilisant le réacteur magique. Alors que le processus de fusion commence, une énorme vague d'énergie émane de Balbagoa, signalant le début de la fusion. Cependant, au lieu d'utiliser les soldats comme prévu, Nanbuko décide de se sacrifier pour compléter la fusion avec Daganzot. Alors que le docteur Baoropa assiste au geste inattendu de Nanbuko, il réalise la situation désespérée. Hero, poussé par une montée de puissance de ses parents et d'autres vies absorbées, tente de contre-attaquer, mais Nanbuko le domine facilement, l'envoyant s'écraser au sol. Malgré ses efforts vaillants, Hero s'effondre sous l'assaut implacable de Nanbuko. Ressentant l'urgence de la situation, Eren et Tomet implorent le docteur Baoropa d'intervenir et d'arrêter Nanbuko.
Reconnaissant la gravité du moment, le docteur leur ordonne de récupérer le réacteur magique et de perturber le rituel en cours. Alors que Sarato reprend conscience, elle trouve Hiro toujours allongé, vulnérable, tandis que Nanbuko se prépare à porter le coup final, exploitant le véritable pouvoir de Daganzot. Pendant ce temps, le docteur Baoropa, Eren et Tomet agissent rapidement pour prendre le contrôle des réacteurs et initier leur destruction. Grâce à leur intervention opportune, l'équilibre des forces est perturbé, jetant les plans de Nanbuko dans le désarroi. Malgré leurs efforts, Nanbuko reste imperturbable, persistant dans ses intentions destructrices. Il invoque la flamme dévastatrice d'âme, destinée à libérer sa force dévastatrice sur Hiro. Dans un moment de désespoir et de détermination, Hiro trouve la force d'agir, poussé par un mélange de chagrin, de colère et de résolution. Voyant Sarato se sacrifier pour le sauver, il est submergé par l'émotion. Alors que Nanbuko s'apprête à exécuter son attaque finale dévastatrice, Hiro trouve le courage de riposter, tranchant le bras de Nanbuko d'un geste rapide et décisif. Il affronte enfin Nanbuko de front, transperçant son cœur avec son épée, malgré l'incrédulité du méchant qu'un simple humain puisse infliger une telle blessure. Avec le grand Trowa en main, Hiro invoque toute sa force et son courage restant. Il confronte le puissant Daganzot, sachant que son propre cœur réside dans la forme redoutable du dragon. Alors que Daganzot se dresse au-dessus de lui, Hiro prend une décision audacieuse. Il utilise le pouvoir du grand Trowa pour manier la lame Koku, l'arme même qui avait autrefois scellé le pouvoir du dragon. Dans un coup décisif, Hiro plonge la lame dans le cœur de Daganzot. Avec un rugissement puissant, la forme du dragon commence à trembler. Alors que la lame transperce la poitrine de Daganzot, le cœur de Hiro est libéré de l'emprise du dragon, s'élevant librement de sa prison ancienne. Dans un moment de triomphe et de soulagement, Hiro accueille son cœur, sentant le poids de son fardeau se lever alors qu'il embrasse son être restauré. Alors que Eros contemple la forme sans vie de Sarato, la suggestion de Juru résonne dans son esprit. Le cœur lourd, il s'approche d'elle et prend une décision solennelle. Posant sa main sur la poitrine de Sarato, Eros trouve le courage de transférer son propre cœur dans son corps. Une transformation miraculeuse se produit alors que Sarato revient à la vie. Avec une douce chaleur, le cœur de Hiro bat à nouveau en elle, la ramenant du bord de la mort. Dans un spectacle à couper le souffle, la forme du dragon commence à disparaître, se transformant en une pluie de lumière gracieuse qui se disperse dans le ciel au-dessus. Alors que l'obscurité se dissipe, la brillance du soleil perce à travers la terre autrefois ombragée de Balbagoa. Au milieu des conséquences, Palupa atteint les restes brisés du grand Trowa, ses yeux brillants de pensée de richesse et de fortune. Pourtant, Eren et Tomei, poussés par leurs propres désirs, s'engagent dans une lutte autour de la relique brisée. Dans le chaos, le grand Trowa échappe à leur emprise et tombe au sol, se fracturant en morceaux irréparables. Alors que Juru découvre est la vérité sur l'objet qu'il croit être le grand Trowa. Palupa a du mal à accepter la révélation. Cependant, Juru explique que les capacités magiques cachées de Hiro lui ont permis de manier l'héritage efficacement contre Nanbuko. Cette prise de conscience leur apparaît pendant l'entraînement de Hiro avec Maître Théo, révélant les profondeurs du potentiel inexploité de Hiro. Sarato, en voyant les larmes de Hiro, est déconcerté par sa démonstration émotionnelle, ce qui le rend confus en sa présence. Malgré sa surprise, elle cherche le docteur Baharapa pour apprendre que son père n'a pas survécu à la bataille. Pendant ce temps, les soldats des trois royaumes se retirent, signalant la fin du conflit. L'intervention d'Eren, alimentée par ses liens avec les rois, assure la paix à travers le pays. Dans un tournant surprenant, Mumu apparaît, leur rappelant leurs dettes au milieu de la nouvelle tranquillité. D'autre part, les larmes de Charicharu cèdent la place à la joie lorsqu'elle apprend qu'une fille libérée renaît et est renforcée par la fusion. En embrassant son nouveau bonheur, Charicharu se réjouit de la révélation. Alors qu'ils font leurs adieux à Dr Baharapa avec un enterrement solennel, Tomiet et les autres taquinent Hiro pour son acte désintéressé d'avoir donné son cœur à Sarato. Malgré les plaisanteries, ils se séparent en bons termes. Cependant, Hiro rejette l'étiquette de mage, choisissant plutôt d'embrasser son identité de bretteur errant.